Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Alexis et Jordan. Comment allez-vous? Ça va bien, Nicolas? Ça va bien, Nicolas. Bien aussi. Cet épisode-là se fait suite au premier épisode que j'avais enregistré avec Jordan sur les CTI. Alexis, tu as levé la main parce que tu avais des informations complémentaires à partager là-dessus parce que c'est un monde de nuances. Et notamment, tu avais expliqué comment une partie de ces CTI-là était produite par les grands groupes. Je vais te laisser expliquer c'est quoi la première itération d'un CTI, puis la seconde. Et à partir de ça, on va aller avec des questions, puis on va s'amuser. All right, allons-y. Écoutez, Nicolas, moi, j'aime vraiment définir la CTI en deux grands clusters là, pour parler de façon plus précise. Il y a ce que j'appelle ceux qui produisent la CTI. Donc, ça, c'est ceux qui vont observer, être en mesure d'analyser vraiment en première ligne là, des attaques. Donc, ça va être, on peut parler de, mettons, une organisation qui est une cible d'une attaque. Ils ont leurs outils pour analyser ce qui se passe. Ils vont être capables de dériver un rapport, dire voici ce qu'on a vu. Il y a eu tel TTP, tel malware, telle activité post-compromise. Ils vont générer un rapport sur ce qui s'est passé. Mais je te dirais que beaucoup plus fréquemment, la production de ce genre de renseignements-là, ça va être soit des compagnies de réponse d'incidents ou des fournisseurs de services ou de technologies de cybersécurité. On entend parler beaucoup des rapports de CrowdStrike, Microsoft, Kaspersky un peu moins, E7. C'est des compagnies qui ont une visibilité directe chez leurs clients d'attaques à tous les jours, des choses qui se passent, qui sont capables de vraiment voir d'un point de vue global là, ce qui se passe chez leurs clients, puis de détailler chaque attaque, puis de rendre ça disponible à travers des rapports, des feeds et tout. Ça, c'est la partie 1. La partie 2 du Threat Intel, c'est à qui ça sert, ces rapports-là, dans le fond, qui sont produits? C'est aux autres organisations qui vont utiliser ça et d'autres sources là, pour comprendre c'est quoi leur risque puis comment se protéger contre ces attaques-là qui sont plus à risque d'être ciblées. Fait que, quand on dit un analyste en CTI, pour moi, c'est un rôle qui est vague parce que ça ne dit pas de quel côté le rôle se situe. Puis c'est une job qui est vraiment similaire, mais aussi vraiment différente. De la même façon que quelqu'un qui fait du threat hunting, pour moi, c'est vague parce que faire du threat hunting en entreprise, tu as accès à ta visibilité dans ton entreprise, selon tes logs, selon ta visibilité dans ton propre environnement. Tandis que quand tu travailles pour un vendor, puis que tu fais du threat hunting, tu cherches pour des menaces dans la télémétrie ou les logs qui proviennent de tous tes clients en même temps. Fait que c'est un mindset qui est carrément inversé, puis ça donne des résultats aussi différents. Donc, c'est deux choses vraiment, vraiment différentes. Totalement. Et du coup, par rapport à mon expérience, effectivement, on va faire, en entreprise en tout cas, un peu des deux. Donc, on va produire lorsqu'il y a des incidents, des rapports, etc. Essayer de corréler ce qu'on voit avec ce qu'on voit en interne avec ce qu'on voit dans le monde. Et aussi, on va fournir des feeds aussi à l'extérieur. Donc, ça peut être via des feeds MISP, etc. Et justement, d'un point de vue vendeur, parce que déjà, d'un point de vue threat intelligence interne, on arrive à avoir beaucoup de données, rien qu'avec de la donnée interne sur des grands groupes, et on arrive assez rapidement perdu avec un certain chaos. Comment est-ce que vous faites d'un point de vue vendeur avec justement des millions de sources Écoute, tu parles de chaos, c'est ça, exposant beaucoup de chiffres. Pour donner des ordres de grandeur, je pense que ça peut aider. Là. Donc, quand j'étais chez E7, les chiffres là, à ce moment-là, c'était il y a 3 ans que j'ai changé. Okay? À l'époque, ce qui rentrait, c'était environ 300 000 fichiers exécutables, malveillants ou suspects, uniques, nouveaux, qu'on n'avait jamais vus avant, par jour. 300 000 malwares, ou suspects ou carrément malveillants, à chaque jour à trier. Puis à essayer de corréler, est-ce que c'est une évolution d'une famille qu'on connaît? C'est-tu une nouvelle famille? Donc, il y a de la donnée. Chez Proofpoint, on scanne 3,5 milliards de messages de email par jour.
on a environ 50 millions de pièces jointes, puis j'ai envie de dire 90 millions d'URL par jour qu'on analyse. C'est pas tout qui s'en va dans nos sandbox. Évidemment, on a plusieurs couches là, de filtres puis de pré-processing, là. Mais c'est ça l'ordre de grandeur de notre terrain de jeu. Donc, la façon de s'y retrouver, ben, c'est de trier, puis c'est de se faire des règles, de créer des heuristiques de recherche qui vont nous permettre de trouver ce qu'on cherche. Donc, des fois, on sait ce qu'on cherche. On connaît des TTP d'un acteur, puis on va chercher pour des évidences de ces TTP-là dans In the Wild, dans le trafic ou dans les malwares et tout. Ça, c'est la partie un peu facile. Tu sais, quand une autre compagnie va sortir un rapport sur un threat actor que nous, on traque, ben on va aller regarder, est-ce qu'il y a des nouveaux TTP, y a-t-il des nouveaux indicateurs que cette autre compagnie-là a vu? Boum, on les rentre dans nos données, dans nos systèmes. Puis on regarde, ah oui, shit, on l'a vu cette campagne-là il y a 2 semaines aussi, mais on l'avait pas attribué à cet acteur-là. Qu'est-ce qui nous manquait? Puis on enrichit nos connaissances comme ça. Mais ça, c'est la partie facile, OK? La partie difficile, c'est de découvrir des nouveaux clusters. OK? Parce que des nouveaux, les threat actors qu'on est capable de suivre de semaine en semaine, de mois en mois, c'est pas nécessairement les plus évolués parce qu'ils conservent toujours des éléments d'une attaque dans leur suivante, puis on peut les suivre comme ça. Écoute, il y a des groupes qu'on suit depuis des années, des fois plus de 10 ans, puis chaque attaque, on est capable de la lier à la précédente. Mais t'as d'autres threat actors qui ont plus de ressources qui vont repartir, se rebâtir, se retooler. Ils repartent from scratch. Nouvelle infra, nouvelle famille de malware, nouveau targeting. Des fois, ils ont des nouvelles missions. Et comment on fait pour les retrouver il y a tellement d'ambiguïté dans tout ce qui est clustering. Ça peut être des infrastructures aussi qui sont partagées entre différents groupes, des outils vendus, volés. Du coup, on a plein de choses où on doit essayer de naviguer entre des choses qui peuvent être toujours du même groupe ou d'un autre. Oui, exactement. Puis je dirais que le dénominateur commun là, pour des cas où on est capable de trouver des nouveaux clusters à partir de rien, finalement, là, c'est de chercher. C'est une analogie tellement cheesy, mais qui est tellement vraie, c'est l'aiguille dans la botte de foin. C'est trouver la chose, l'élément qu'on peut observer qui est unique. Puis, c'est ça qui est difficile à trouver parce que des fois, c'est pas juste un élément qui est unique, c'est une combinaison. Je vais donner un exemple peut-être pour illustrer ça. C'est quand on fait du tracking d'infrastructure. Donc, il y a des outils comme Censys, Shodan qui scannent toutes les adresses V4 sur Internet et qui vont extraire l'information sur les services qui sont ouverts sur les machines, notamment certificats SSL et tout. Donc, imaginez, on a un serveur SSH qui est ouvert, un serveur web, je sais pas moi, un serveur SMTP. C'est pas ça qui va nous pointer vers de l'infrastructure nouvelle utilisée par un nouveau groupe, right? Puis, mettons qu'on va regarder la version du serveur SSH, ben, c'est une version super populaire. Oh, la version de SendMail, super populaire. Version de Apache, super populaire. Mais ça donne que la combinaison des trois, il y en a à peu près pas. Fait que ça correspond comme un template de serveur que le threat actor s'est monté, qui a comme juste lui sa planète. La combinaison de tous ces éléments-là, il y a comme juste lui sa planète qui est là. C'est un addon, c'est un hasard. Il a sûrement pas fait exprès pour être aussi unique que ça. Mais c'est un exemple d'éléments uniques qu'on peut utiliser pour trouver un cluster, puis dire, bon, c'est peut-être un threat actor. Puis là, on commence à pivoter puis à étendre notre couverture. Puis on se dit, ben oui, écoute, ce groupe-là, il travaille depuis 1 an. Puis voici qui ils ont ciblé chez nos clients. Puis de là, voici le malware qu'ils ont utilisé. Puis on est comme, on l'a manqué tout ce temps-là. Puis en fait, on l'a peut-être pas manqué au niveau de la détection, mais on l'a manqué au niveau de l'attribution. C'est-à-dire que chaque campagne, on les avait pas liées entre elles. Mais maintenant, on a trouvé le petit élément qui les connecte. Puis boum, on a un nouveau threat actor qu'on va appeler, nous autres, c'est UNK, UNC, blablabla, chez Proofpoint. Tous les noms, tous les vendors ont leur propre naming convention. C'est comme un peu de là que ça vient, que ça émerge, ces espèces de noms bizarres-là.
Ouais, pour revenir aux différents outils, cette unicité qu'on va retrouver dans les outils, dans les méthodologies, du coup, vous êtes vraiment d'un point de vue TTP pour le coup et pas forcément observable. C'est après que vous faites le lien entre ça et ce que vous observez lié à ces différents outils. Ouais, je te dirais que on a, là, je regarde j'ai un genre de diamond model sous les yeux que j'utilise souvent pour montrer un peu qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire de l'attribution entre deux campagnes, là. Puis il y a des observables techniques, puis il y a des observables plus indirects, là. Dans le fond, mettons, tu vois deux attaques avec deux familles de malware différentes, mais il peut y avoir de la similarité de code source utilisé, partagé entre les deux, puis là, tu dis, il y a quelque chose là, il y a quelque chose de commun entre ces deux familles-là, puis là, ça étudie, est-ce que c'est quoi la différence? C'est une librairie custom de crypto qu'on a juste vu dans ces deux familles de malware-là, ou est-ce que c'est quelque chose d'open source que à peu près n'importe quel développeur peut inclure? Est-ce que la connexion est pertinente ou pas? Donc ça, c'est des indicateurs qui sont très, très, très techniques. Au niveau du malware, tu peux regarder au niveau des exploits utilisés aussi. On voit des fois des exploits qui sont manipulés ou modifiés. Donc, tu dis, il y a peut-être une collaboration entre le créateur de l'exploit et l'utilisateur. Tout ce qui est infrastructure, hosting, les hosting providers, et tout ce qui en découle. Souvent, il y a des compagnies d'hébergement qui sont privilégiées par certains threat actors. Même chose pour un registrar pour les noms de domaine. Si je te dis, enregistre 10 noms de domaine demain différents, puis arrange-toi pour que je sois pas capable d'identifier que c'est toi, Jordan, qui les a enregistrés. Puis qui est vraiment compliqué parce qu'on peut retrouver de plusieurs façons, énormément de façons, la personne qui l'a enregistré. Et justement, les threat actors vont privilégier des choses où il n'y a pas. De nos jours, c'est plus compliqué, mais pas nécessairement, par exemple, besoin d'avoir une vraie personne physique derrière. Ils vont privilégier plutôt des infrastructures hostées qui garantissent leur anonymité. Ouais. Avec des petites cartes bleues perdues et des choses de ce genre, quoi. Mais tu sais, c'est coûteux à faire, tu sais, d'avoir une persona unique par ressource que tu as besoin d'acheter. Totalement. Ça prend du temps, ça prend de la gestion. Puis si tout le monde a des mauvais lundi matin, là, puis il suffit de faire une petite erreur, puis d'utiliser le mauvais nom, puis là, boum, ça crée. Écoute, il y en a tout le temps des erreurs comme ça, des attaquants qui nous permettent de connecter deux trucs qui autrement n'auraient pas pu être liés entre elles. Fait que ça, c'est la partie, pour revenir à ta question, il y a la partie analyse vraiment technique du code, du malware, l'analyse de l'infrastructure. Puis un des trucs que j'ai découvert avec grand plaisir chez Proofpoint, c'est l'analyse des choses plus soft, l'analyse du targeting. Donc, qui a été ciblé? Puis le fait que j'aie accès à de la télémétrie de email, ben je sais c'est qui l'individu qui a été ciblé. C'est pas juste je sais quel client ou je sais dans quelle région, je sais quel individu a été ciblé, puis je suis capable de faire une petite recherche. Ah tiens, ce gars-là, c'est un professeur qui vient d'écrire un livre sur, je sais pas moi, la liberté de presse en Iran. Ah, tiens donc. Et là, je vois une attaque ciblée vers cet individu-là spécifiquement, avec d'autres trucs qu'on a déjà vus dans d'autres attaques de groupes iraniens, mais aussi de d'autres groupes par rapport. Là, tu disais un peu, lui a déjà été, lui, il y a un profil pour être ciblé par l'Iran. Puis des fois, c'est lui, on l'a déjà vu être ciblé par d'autres groupes qu'on attribue à l'Iran dans les années passées. Donc, cette nouvelle attaque-là, même si elle est nouvelle côté technique, il y a des chances que ça soit l'Iran encore, tu sais. Mais c'est un niveau d'attribution qui est plus, qui est moins technique, hein, qui est plus haut niveau. Mais c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser pour connecter des attaques ensemble, ou du moins connecter des pays avec une attaque, ou allegedly, mettons, on va dire ça de même, on suspecte que c'est peut-être l'œuvre d'un pays ou de quelqu'un qui travaille pour le dit pays. Ouais, je vois totalement. J'ai une question justement pour revenir au point initial qui était par rapport au précédent épisode sur la qualité de la CTI. Alors, du coup, côté Glimpse, on en crée un petit peu. On a notre équipe CTI, etc. On a beaucoup moins de chaos, comme on disait au début de l'épisode. On filtre vraiment par rapport à ce dont on a besoin. Et on va s'aider de diverses sources.
et pour essayer de produire quelque chose de vraiment différenciant. Toi, Alexis, avec ton équipe, comment est-ce que vous faites justement pour produire quelque chose de vraiment qualitatif? Et que penses-tu de ce qui se passe depuis les dernières années avec la dégradation de ce qu'on voit sur la CTI, enfin tout ce qui est open source, quoi? Ouais, je te dirais que la majorité de la threat intel qui existe, qui est produite là, par des vendors, est pas publique. La majorité, puis probablement, j'avance un chiffre comme ça, mais probablement 95%, si c'est pas plus, est pas public. Et même la CTI qui est rendue publique par des blogs ou des posts sur les réseaux sociaux, là, il y a des choses qu'on dit pas, qu'on révèle pas. Ça, c'est, fait que dans le fond, c'est comme une cascade. Imagine, là, t'as des rapports qu'on va donner uniquement aux clients qui ont été ciblés par l'attaque. C'est tellement sensible, c'est tellement ciblé que on donne ça juste aux clients qui ont été ciblés. Comme si tu es en situation de réponse à l'incident, mais évidemment, tu ne vas pas donner ton rapport à tous tes autres clients. Fait que ça, c'est le niveau, disons, le plus sensible. Là. Après ça, il y a d'autres, la plupart des situations, mais on peut les partager à tous nos clients qui payent. Parce qu'il y a une business derrière ça, on ne se le cachera pas. Il y a une business, c'est un fait. Moi, on me paye un certain salaire pour faire mon travail. Il y a de l'argent qui rentre en quelque part pour me payer. Il faut qu'il y ait l'argent, on n'a pas le choix. Ensuite, une partie de ce qu'on découvre, on va le rendre public. Puis là, c'est un beau sujet aussi à aborder, c'est comment on choisit. Comment on choisit quel rapport, quelle attaque on va rendre public. Puis, on va y revenir, OK? Rappelez-vous-en, rigueur, si vous voulez. Donc, ensuite, ce qu'on rend public, ben, on va enlever certains éléments de façon réfléchie et consciente, certains éléments qui pourraient nous nuire et nuire à tous ceux qui traquent l'activité sur laquelle on va rapporter. Puis on essaie d'en enlever le moins possible en général. Puis je vais donner un exemple de choses qu'on pourrait enlever. OK? Admettons que ça, c'est comme inspiré d'une vraie histoire. Là. T'as un threat actor qui enregistre des noms de domaine de façon très bien. Là, on n'est pas capable de lier les noms de domaine ensemble. La personne a justement une persona. Il utilise plein de registrars, plein de noms, plein d'hébergements différents. C'est pas comme si tous les noms de domaine pointaient sur le même IP. Là. Et là, l'attaquant se monte des sites web de phishing. Le but, c'est de voler des usernames, des mots de passe. Ça te prend un certificat SSL pour que le site ait l'air sécuritaire, right? Puis l'attaquant a fait une coquille là, dans un des champs du certificat qui fait que ce champ-là, il est unique. Okay? Il n'y a personne d'autre qui a un certificat SSL avec un champ avec cette même string-là. C'est clairement une erreur, puis c'est dans leur pipeline automatique, là, fait que chaque certificat est généré de façon très similaire, puis ce typo-là est toujours là. Puis c'est l'élément qui nous permet de grouper tous ces noms de domaines-là ensemble et de dire toutes les attaques qui utilisent ces noms de domaines-là, c'est le même acteur. Fait que c'est super intéressant parce que toi, dans ton entreprise, tu dis hey, je vais faire ce genre de hunting-là. Fait que si je vois un nom de domaine passer sur mon network, puis que j'inspecte le champ du certificat, puis je vois ce typo-là, ça veut dire que le threat actor s'intéresse à moi, c'est de l'activité, donc je vais pouvoir me défendre. Ça, on nie pas ça, right? Mais le fait de le rendre public aide aussi le threat actor, évidemment. Exactement. Et ne vous aide pas vous. Fait que t'as tout compris. Fait que c'est toujours cette ligne-là entre si je le rends public, ça peut aider les gens, mais pendant combien de temps? Jusqu'à ce que le threat actor change puis que je perde cette façon-là de le traquer. Quand on sort cette information-là dans un rapport privé, c'est comme le trade-off. T'sais, on peut le donner à nos clients, sachant que si le client rend ce détail-là public, ben on coupe son contrat. Parce qu'il y a une entente de confidentialité entre nous et le client, il ne peut pas rendre public nos rapports. Mais ils vont pouvoir se défendre contre puis utiliser cet élément-là pour faire leur monitoring dans leur propre réseau. Donc, ça, c'est la partie, disons, Threat Intel originale qui est choisie par les producteurs d'Intel. Et là, parlons de tout le reste qui découle de ça.
tout le reste qui découle de ça, on peut parler de blogs ou de sites web de sécurité qui parlent d'attaques et tout ça. On peut parler aussi du travail des journalistes. Dans le cadre de mon travail à moi, quand on publie un blog, c'est bien rare qu'on n'a pas de couverture médiatique. Donc, il y a des journalistes qui vont reprendre notre blog. J'ai moi-même été interviewé plein de fois par des journalistes qui veulent nous poser d'autres questions supplémentaires pour rajouter un petit peu de perspective et tout ça. S'assurer aussi que leur article, dans le fond, n'invente pas n'importe quoi. Mais là, on trouve de tout dans ce melting pot de couverture secondaire. Et là où je suis terriblement d'accord avec toi, c'est qu'il y a, je veux dire, la majorité de cette couverture secondaire-là n'apporte aucune valeur. Point. La grande majorité. Il y en a, ça c'est, disons, il faut mettre des chiffres. Okay? 80% n'amènent aucune valeur. Ça couvre de façon relativement fidèle, de façon superficielle, le travail de fond qui a été fait. 80%. Il y a peut-être un 5% où les gens qui vont faire la couverture ou qui vont faire un article secondaire, c'est des gens qui vont ajouter un vrai point de vue informé. Il y a des blogueurs, il y a des journalistes excellents dans le domaine en passant. Là, il y a vraiment, vraiment des excellents journalistes qui couvrent la cyber, qui vont ajouter, qui vont aller interviewer les cibles, qui vont aller chercher vraiment quelque chose de nouveau qui n'était pas inclus dans le rapport de CTI. Puis là, il y a un 10 à 15% qui non seulement n'amène rien, mais amène du mauvais. Parce qu'ils ont mal compris le blog, parce qu'ils vont exagérer les conséquences, parce qu'ils vont faire des amalgames qui n'existent pas. Puis tout ça, c'est que ça va induire en erreur tous ceux qui vont lire leur article. Que ce soit le public en général ou même des organisations qui vont lire ça puis qui vont faire « Oh, ça veut dire que ça », puis ils prennent des mesures, puis finalement, c'était pas ça pantoute. Fait que ça, c'est harmful. C'est mauvais. Là. Totalement. Si c'est réutilisé derrière, on arrive à des choses très dangereuses pour les différentes organisations. Ben oui! Oui, puis je parle de mon point de vue de praticien, là. Puis moi, c'est disons, ce 15%-là, qui est un nombre, disons, arbitraire, nuit à mon travail essentiellement. Vraiment, nuit à mon travail. Parce que je dois prendre du temps pour m'assurer que la source, que l'exécutif qui a vu quelque part puis qui est énervé, parce que généralement, ils sont énervés quand ils lisent ça. Là, il faut lire ce que lui a lu, Ensuite, il faut remonter le fil jusqu'au bout pour voir la recherche originale, reprendre la recherche originale, la lire, comprendre, puis de découler une vraie conclusion et de désamorcer l'inquiétude de l'exécutif qui est arrivé avec ce genre de choses-là. Moi, je vais brûler à peu près une journée et demie là-dessus. C'est complètement fou. Et je suis pas seul à avoir vivre ce genre de choses. Chaque organisation, il y a une personne qui perd une journée et demie pour chaque nouvelle comme ça qui sort puis qui vient complètement faire. C'est les pires parce que c'est les plus grands, les journaux, en tout cas les places à le plus grand public possible. Fait que c'est sûr que c'est un exécutif qui, de toute façon, comprend rien à la cyber en plus. Fait que là, puis là, il dit nous on est morts. On va remettre en contexte, s'il vous plaît. Puis oui, effectivement, c'est très, très, en termes de coûts pour les organisations, c'est fou cette place-là. Là. Fait imagine, nous autres, on a des centaines de milliers de clients. Là. Fait que c'est genre, quand il y a des grosses nouvelles, des gros splash, là, c'est essentiellement une journée où un peu tout arrête, parce que les clients parlent à leur solution engineer, leur account manager qui bubble, puis là, ça revient à nous autres. Puis j'invente pas ça, là. C'est arrivé plus d'une fois depuis que je suis Proofpoint qu'on a un ciseau là, d'une grosse compagnie, un gros client, des dizaines de milliers d'employés là, qui contactent des gens haut placés chez nous pour dire on vient de voir ça les nouvelles, est-ce que Proofpoint nous protège contre ça? La question redescend dans l'équipe de Threat Research, puis je suis comme l'article, c'est suite à notre blog. La fameuse copie d'article. C'était épouvantable. Les clients ont pas fait le lien, puis ils sont pas allés creuser. Tu as un ciseau, c'est-à-dire que tu vois un article passer sur un média que tu consommes pour être au courant de ce qui se passe dans le monde cyber. Le ciseau, il n'est pas allé lire, puis il n'est pas allé cliquer sur chacun des liens, des références dans l'article. Tout de suite, il appelle son security provider. Est-ce que vous me protégez contre ça? Puis là, tu es comme,
non seulement on te protège, mais c'est nous qui avons trouvé ce vecteur d'attaque-là en premier. On est la première compagnie à l'avoir documenté. T'étais protégé avant tout le reste du monde, avant même de n'avoir entendu parler, tu sais. C'est comme le comble. C'est comme le comble. Je comprends totalement, ouais. Justement, par rapport à... Tu as dit, genre, E7 était le premier, par exemple, sur ce cas-là, à poster. Est-ce que vous avez, justement, cette course potentielle à poster quelque chose par rapport aux autres vendeurs, les gros, du Google, Amazon, Palo Alto? Super bonne question. Écoute, la réponse, c'est oui, il y a une certaine course dans certains cas. Pas tout le temps, mais dans certains cas, oui, c'est sûr. Tu sais, des attaques, moi, je suis vraiment dans le monde attaque ciblée, on s'entend, là, j'aime bien mettre des chiffres, là, c'est 95% des attaques ciblées que mon équipe voit passer chez nos clients, là, ça touche moins de 5 clients, moins de 5 organisations, puis le nombre total de emails, là, c'est moins de 60. Fait que tu sais, c'est dans le volume, on parle de 3,5 milliards d'emails. Là. Fait que pour moi, une attaque ciblée, là, chez nous, c'est moins de 60 emails chez moins de 5 clients. Mais tu sais, on n'a pas encore toutes les organisations de la planète comme clients. Hein. Ça s'en vient, mais... C'est ça. Et puis vous avez une visibilité totalement différente des autres. Ouais. Il y en a puis qui il y a d'autres compagnies qui ont d'autres... C'est quand même assez rare qu'il va y avoir une attaque où c'est seulement nous qui avons une visibilité dessus. C'est assez rare. Ça arrive, mais c'est assez rare. D'habitude, les autres grands vont aussi voir de quoi passer. Et quand c'est quelque chose de vraiment, disons, qu'on juge que c'est intéressant, que ça va faire un bel effet, si on met ça, on rend ça public, et que ça va être utile aussi au public de connaître les détails d'une attaque. Si moi je pense que c'est bon pour rendre public, ben les autres, ça va être la même chose. Puis veut pas, on a aussi des groupes d'échange d'informations informelles entre professionnels des différentes compagnies là, pour se valider. Hey, moi j'ai vu ça passer, t'as-tu vu ça? Ah ouais, ça, non, je l'ai vu chez 200 clients, c'est pas ciblé. T'sais, ah ouais, ça c'est nouveau, moi aussi je surveille ça. Donc, des fois, juste par les questions et les réponses, tu dis, oh shit, eux autres aussi sont là-dessus. Évidemment qu'être le premier à publier, c'est cool. Évidemment. Mais il n'y a pas juste ça dans la vie, parce que moi, j'ai toujours dit à mes équipes, des fois, ça arrive, là, fréquemment, là, qu'on travaille sur un blog, on se dit, hey, on va publier ça la semaine prochaine. Puis, tu sais, publier un blog, c'est compliqué. Tu as l'analyse à faire, tu as mettre ça en mots dans une histoire cohérente qui va être le fun à lire, utile à lire. Après ça, il faut que ça soit reviewé par des pairs à l'interne. Il faut que ça soit souvent approuvé par un directeur, des fois par un VP, des fois par tes avocats. Après ça, tu envoies ça au com. Après ça, tu as PR qui va dire « Attends un peu, on va parler à tel journaliste, on va lui donner un embargo exclusif. » Puis après ça, tu as les gens « je vais mettre ça sur la plateforme de blog, j'ai pas le temps avant demain. » Tu sais, il y a comme plein d'étapes. Fait que c'est comme compliqué. Puis c'est arrivé souvent où est-ce qu'on était dans le processus, le blog est presque fini, puis tu as une autre compagnie qui sort à peu près la même chose. Là, t'es comme maudit. Là, ta couverture médiatique vient de tomber à zéro. Il n'y a plus personne qui va vouloir, plus de journalistes qui vont vouloir couvrir ça. Mais tout n'est pas perdu, OK? Ne serait-ce que pour ajouter une confirmation. Tu sais, que ce que l'autre vendeur a écrit, là, nous aussi, on l'a vu. Puis nous, on a d'autres clients, on a d'autres, un autre point de vue. Puis non seulement on confirme ce que l'autre voit, mais voici ce qu'on peut ajouter, que nous-mêmes, on est les seuls à avoir vu. Puis je vais donner un exemple quand même assez intéressant. Il y a Kaspersky qui a sorti un blog l'an dernier sur un nouvel APT ou un nouveau groupe qui faisait des attaques ciblées. Puis pour eux, ils disaient, c'est très ciblé, institution gouvernementale en Russie. Très peu de clients, c'était très restreint. Puis nous aussi, on l'avait vu, puis on a renchéri on a fait ça, je pense, sur X, puis sur une autre plateforme, puis on a comme renchéri, on a dit, on a vu la même chose, et nous, on n'a pas vu de victimes ou de cibles en Russie, mais on en a vu aux États-Unis, puis en Europe, dans telle industrie. Fait que tu sais, ça a comme donné un contexte plus complet pour les gens qui lisent ça. Fait que imagine, tu es une organisation aux États-Unis,
tu vois le blog de Kaspersky qui dit ça target le gouvernement en Russie. Toi, tu mets pas ça sur le top de ta liste, hein? Mais là, quand Proofpoint dit, ouais, on a vu la même chose, puis ça impactait, je sais pas moi, des institutions financières aux États-Unis. Ah, hey, là, ça change de quoi? Tu sais, on vient rajouter. Fait que oui, la course, elle existe. Longue réponse là, pour ta question, c'est oui, la course, elle existe, mais tout n'est pas perdu, même si quelqu'un d'autre publie. On peut toujours trouver quelque chose d'unique ou de complémentaire. Puis ça, je trouve ça important de le dire. Oui, comme tu l'as dit, justement, c'est quelque chose vraiment qui s'approche vraiment du journalisme. Cette rédaction de blog, on va essayer de trouver des éléments différents. On a souvent, comme tu l'as dit, différentes sources, différentes interprétations par rapport à ce qu'on avait déjà vu avant, corrélations, etc. Et on va arriver sur des blogs plus ou moins techniques aussi, par rapport au profil qu'on a dans nos équipes. Ouais. C'est intéressant aussi parce que les questions qu'on a sur des blogs qu'on publie vont varier vraiment beaucoup. Tu sais, t'as des journalistes qui vont dire, peux-tu m'en dire plus sur les cibles? Tu sais, eux autres, les journalistes veulent savoir, tu sais, c'est quoi l'impact dans la vraie vie? Tu sais, la cible, c'est, je sais pas moi, une compagnie de... Je vais trouver un exemple récent, là. Une compagnie de... Dans le fond, on a vu un APT aligné avec les intérêts de la Chine, cibler quelques entreprises américaines qui sont tous impliquées dans la chaîne de distribution alimentaire. Fait que tu peux penser à de l'entreposage réfrigéré, des moyens de transport réfrigérés là, pour transporter de la nourriture. Ben, les journalistes, les questions qu'il y avait, c'est qui? On veut savoir, ça serait quoi l'impact? Si l'attaque avait réussi, qu'est-ce que la Chine pourrait faire qui aurait de l'impact sur la population? Si, puis là, évidemment, on peut pas nommer nos clients, puis on peut pas aller jusque-là, mais c'est ce qui intéresse le journaliste d'un rapport comme ça. C'est quoi l'intention? Ça pourrait être quoi l'impact pour les gens en général? Puis en même temps, tu as des gens de CTI qui sont comme, peux-tu m'en dire plus sur les TTP? Cet IP-là veut dire quoi? Puis comment je peux me protéger? T'sais? Donc, il y a plein d'intérêts différents quand on parle d'une attaque ou d'une série d'attaques. Là. C'est tous autant pertinent. Il n'y a pas une question qui est pire qu'une autre. Là. Ouais, totalement. Les différents profils qui vont lire ce blog, du coup, vont rechercher des informations différentes entre les analystes, entre les décideurs, les personnes qui font de la veille en général. Du coup, je pense que c'est difficile justement de produire quelque chose qui convienne un peu à tout le monde et il faut faire il y a un parti pris. Il faut dire, celui-là... T'as vraiment raison. Puis tu sais, Nicolas, quand tous les deux vous dites, comme il y a un incident, puis tu essaies de trier tous ces rapports-là, même les trucs secondaires. Chaque publication a un peu son intérêt, ou son lectorat privilégié. Puis c'est sûr qu'il y a plein de ces publications-là qui n'auront aucune valeur pour vous autres. Parce que dans les faits, toi, t'es en incident, tu t'en fous de c'est qui les autres. Là, tu veux juste savoir est-ce que c'est ça, puis qu'est-ce que l'acteur a pu faire après. T'es un incident, est-ce que on a déjà vu cet acteur-là faire de l'extorsion, déployer un ransomware, il va-tu voler mes informations? T'es intéressé comme dans l'immédiat, tu sais. Donc, c'est vraiment c'est un problème qui est difficilement adressable quand tu y penses, d'avoir des rapports tout le temps faits exactement pour toi. Avoir de l'aide sur les next steps de l'attaque, effectivement, on l'a pas forcément dans tous les rapports CTI. Des fois, très souvent, l'attribution est très peu justement utile, mais c'est bien d'un point de vue médiatique. On est sur quelque chose qui est très plus pour du marketing aussi, de ce que j'ai pu voir régulièrement. Ça peut être utile à certaines organisations, surtout des grosses organisations ou de l'étatique. Ouais. Mais pour les plus petits, on va être surtout sur de la recherche de techniques. Ouais, je suis vraiment d'accord. L'attribution, c'est vraiment pas utile à tout le monde. Vraiment, vraiment pas. Surtout pour les choses qui sont les attaques opportunistes, dans le fond, où est-ce que c'est pas toi la cible vraiment, où tu as été ciblé parce que tu as une caractéristique qui était recherchée par l'attaquant, mais c'est pas de ton organisation. T'sais. Exemple, je sais pas moi,
tu roulais un serveur Windows avec un remote desktop accessible à Internet, puis t'avais un login, disons, facile à deviner. Mais peu importe. Je connais des honeypots qui ont ça, des RDP avec des mots de passe faciles à deviner. Il y en a qui font ça. Justement. Mais tu sais, de savoir, mettons, là, tu te fais compromettre par ça, puis un ransomware qui part, tu sais, qu'est-ce que ça donne de savoir que c'était tel groupe ou tel autre groupe qui est rentré? Le point, c'est qu'ils t'ont pogné parce que tu avais quelque chose exposé, puis c'est une malchance sans fin. C'était pas toi qui étais visé, c'était tout le monde qui avait un RDP exposé avec des weak credentials. T'sais. Par contre, des fois, dans mon travail, nous autres, on informe nos clients qui ont été ciblés par une APT qu'on ait bloqué l'attaque ou pas. Dans le fond, pour nous, bloquer une attaque, c'est bloquer les emails, là, puis pas la bloquer, c'est de laisser le email passer puis être livré dans la mailbox. Fait on protège une partie de la kill chain. Il y a un autre travail à faire sur les endpoints, évidemment, puis on espère qu'il y a un EDR ou un antivirus qui roule puis qui est bon puis qui va pogner ce qu'on a manqué. Là. Défense en profondeur qu'on appelle. Hein? Exactement. Mais tu sais, ça m'arrive régulièrement d'écrire à un client pour lui dire, tu sais, aujourd'hui, on vient de voir ce groupe-là qui est connu, qui est associé au régime militaire russe, essayer de t'attaquer. On a tout bloqué, mais les 3 personnes chez toi qui ont été ciblées, c'est monsieur, madame. Il y a des bonnes chances que ça recommence demain puis la semaine prochaine. Fait que si j'étais toi, je m'assoirais avec ces 3 personnes-là puis je leur dirais, le GRU est après vous autres, OK? Probablement parce que dans votre rôle, dans mon organisation, vous avez des interactions avec, mettons, l'Ukraine et que l'establishment militaire russe est intéressé par vos ordinateurs et ou l'accès à vos boîtes de courriel. Et là, souvent, ça fait un petit froid. Genre, what? Surtout quand c'est la première fois. Des fois, les clients sont habitués. Il y a des grosses compagnies que il se passe pas une semaine sans qu'il y ait pas un petit email de ma part. Là. Mais t'en as, c'est complètement nouveau. Ils sont comme, holy shit. Genre, je ne savais pas que là, c'est un reality check. C'est comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, je suis comme, tu sais, 1, on scanne. OK, l'attaque a été bloquée. 2, maintenant que tu sais que tu peux être une cible par le gouvernement russe, ben, quand tu vas voir un rapport de CTI passé qui parle de ce groupe-là, je t'encourage à le mettre sur le top de la pile. Puis de regarder, puis de te tenir au courant sur comment ils font. Parce que ça se peut qu'une des tactiques que tu vois dans ces rapports-là arrive chez vous. Puis des fois, c'est pas tout le temps par email. Tu sais, les groupes ont des différents vecteurs d'attaque. On a des groupes qui vont faire du email, qui vont faire de l'attaque sur l'infrastructure réseau exposé au net. T'as des groupes qui vont aussi combiner des attaques sur des assets cloud. Faire du brute force sur des comptes cloud, puis tout le post-compromise à ce niveau-là est super fascinant. C'est un monde en soi, déployer des applications cloud malveillantes, ça existe et tout ça, puis ça j'ai appris ça dans les dernières années. Tout ça, c'est le même threat actor, c'est la même unité, parce qu'on le sait, parce qu'ils se partagent des trucs. Mais les clients font comme OK, pour eux autres, c'est important de savoir l'attribution, tu sais, parce qu'ils risquent de se refaire attaquer. Mais pour la majorité du monde, je suis d'accord. Pas important. Moi, ça me sert en général à rien. Je vais prendre là-dessus. Quand j'arrive, le feu est déjà pris dans la maison. J'ai juste besoin de savoir c'est quoi son TTP. Puis, et peut-être des fois l'attribution parce que certains groupes vont s'intéresser à certaines choses. Mais c'est plutôt rare. Moi, j'étais plus des feux en général, des feux d'opportunistes. Fait que c'est très, très rare. C'est arrivé 1 ou 2 fois où là, c'était d'aller beaucoup plus loin puis était beaucoup plus subtil aussi. Ils sont pas sont moins bruyants, disons. Comme tu disais, c'est genre 60 courriels, 5 clients, là. Ils sont vraiment très peu bruyants quand c'est non ciblé. Quand c'est ciblé versus du non ciblé qui, genre, il lance n'importe quoi. Ça va effectivement rentrer par du matériel, par des choses sur ton périphérique, sur tes emails, whatever, mais c'est juste des scans. Et moi, je le vois rapidement au sens interne, c'est il cherche. Quand tu vois quelqu'un qui cherche, lui, il est pas un expert, lui, il cherche.
Il a pas étudié sa cible. Plus il t'appelle, là, tu fais comme non, toi, t'es pas bon. Ça rassure mes clients. Je leur dis malheureusement, bon, il y a un adolescent dans son seuil qui vous a attaqué. Là, ça les déçoit un peu sur leur niveau de sécurité. Je dis bon, on va régler le problème puis on va vous expliquer pourquoi. Mais ça demeure que c'est généralement ce genre de stratagème-là qui est en place. Puis c'est pas l'aspect des CTI qui m'intéresse. Moi, c'est de comprendre l'évolution des techniques. Puis de voir où ils s'en vont, puis je vais être capable de retrouver rapidement une façon de faire, puis de OK, bon, on va agir rapidement sur cette facette-là parce que je me doute que la prochaine étape va être celle-là. Oui, exactement. Ben oui, t'as bien raison. La proportion de nos clients qui sont ciblés par vraiment des attaques ciblées là, où l'attribution va être utile, là, l'ordre de grandeur, là, c'est moins de 1000 clients sur plusieurs centaines de milliers de clients. C'est ça la proportion. Les gens aiment ça, se disent hey, moi je suis spécial, je me suis fait cibler, puis mais ben non. Et non, c'est faux. C'était opportuniste. Ouais, puis c'est à toutes les semaines on reçoit des questions des clients, ouais, j'ai été attaqué par ça, c'était-tu ciblé, c'était-tu juste moi, puis on check, c'est comme ben non, il y en a comme 400 autres clients, puis il y avait comme 60 000 emails. Peut-être c'est ciblé entre guillemets, puis je fais des air quotes que vous pouvez pas voir dans le podcast là, mais ciblé pour dire nos clients étaient tous dans telle industrie ou dans tel pays, mais c'est du ciblé soft, c'est ciblé parce que c'est en français. Le phishing est en français. C'était-tu ciblé vraiment ou ils ont utilisé un LLM pour juste comme traduire en plein de langues puis ouais, le fait du français est intéressant parce qu'effectivement, on en voit passer maintenant, puis les gens sont un peu plus surpris de voir un élément comme ça apparaître. Par ailleurs, au Québec, on a l'avantage qu'on n'utilise pas le même français qu'en France. Ce qui fait que quand on voit un français passer, c'est ouh! Puis ça, mais c'est plus subtil à remarquer, mais effectivement, parce qu'ils utilisent des LLM qui sont typiquement entraînés avec des conversations françaises de France, donc c'est pas exactement la même chose, les références sont pas les mêmes, mais c'est plus difficile d'expliquer à ton client, ouais, fais attention, c'est un courriel qui est écrit comme par un français. C'est peut-être pas tout à fait légitime, même si c'est en français. C'est pour ça que je finis régulièrement dans les spams lorsque j'envoie un mail au Québec. Mais c'est vraiment ça pareil, la réalité de genre, comme si une attaque ciblée était beaucoup plus dangereuse qu'une attaque opportuniste, puis on a tout plein de discussions où c'est pas vraiment vrai. Une attaque ciblée, ça a certaines caractéristiques, mais ce qui fait le plus de dommages sur Internet, là, le plus de post-compromis, le plus de des attaques opportunistes qui vont s'engouffrer dans une faille qui est présente en nombre absolu un peu partout sur le net. C'est vraiment les choses massives. Là. Puis c'est pas un objectif en soi de devenir tellement intéressant qu'il va y avoir des acteurs étatiques qui vont me cibler moi. Là. De toute façon, c'est pas toi qui décides qu'est-ce que tu... si tu vas devenir une cible ou pas, c'est est-ce que tu deviens... est-ce qu'un État va avoir un intérêt à s'intéresser à toi? J'ai une anecdote à propos de ça. C'était un de nos clients. On a plusieurs universités américaines comme clients. Puis il y a une université que je faisais régulièrement cibler par tout plein de groupes. Puis à un moment donné, c'était des groupes de la Corée du Nord qui ont commencé comme un peu subitement à cibler leur organisation. Puis on était comme, pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi maintenant, la Corée du Nord s'intéresse? Puis assez rapidement, on regarde c'est qui dans l'université. Puis c'était juste un prof. Un prof qui se ciblé par... J'ai au moins 2, mais c'est pas 3 groupes nord-coréens. Comme pourquoi? Ça donne que dans la même période de temps, ben il y a un livre qui a paru. C'est un auteur, ce prof-là, c'est un auteur pour un livre qui intéressait, il parlait vraiment évidemment du régime nord-coréen. Donc, soudainement, l'université est devenue une cible à cause d'un prof. Fait que là, si ce prof-là change d'université, ça arrive, les profs changent, ils migrent.
ben, il traîne avec lui sa cible. Puis il va aller dans une autre université. Puis là, soudainement, dès qu'il join, dès qu'il y a une adresse email à l'autre université, ben, l'université ou l'infrastructure de l'université devient à risque de se faire attaquer par ces groupes nord-coréens. Donc, c'est même pas l'organisation. Dans ces cas-là, c'est vraiment comme du mouvement de personnel qui t'amène un nouveau risque. Ou la publication d'un livre. Ça fait totalement sens, oui. Et de traîner les cibles avec soi, malheureusement. Mais à travers ces éléments de CTI-là, on parle d'événements et tout ça. Les événements à travers le monde, sont-ils des déclencheurs qui peuvent apparaître dans vos recherches ou dans vos éléments? Je sais que, parce que j'ai l'exemple, il y a beaucoup d'années, il y a eu des élections en France et les attaquants clairement ne savaient pas qu'au Québec, on avait des noms d'institutions qui avaient la même chose qu'en France, mais on n'est pas en France. Les attaquants n'avaient pas ce degré de connaissance-là, donc clairement, ne parlaient pas la langue. Donc, attaquaient des cibles au Québec qui avaient des noms similaires à des institutions en France. Est-ce que puis ça, c'est d'où ma question, est-ce que vous voyez apparaître ou est-ce que vous suivez spécifiquement des événements sur lesquels vont attirer certains groupes qui est dans votre portée? Oui. Les élections, disons, high profile, là, on ne suit pas toutes les élections. Là, on a les élections municipales au Québec. Là. On va se permettre d'aller passer l'Halloween avec les enfants ce soir. On s'entend, mais il y a certaines élections qui sont plus high profile que d'autres. Des événements comme les Jeux olympiques. Ça aussi, on porte une attention particulière. Notre taux de succès n'est pas le bon terme, là, mais disons notre taux de succès à trouver des attaques vraiment liées au contexte de ces grands événements-là, c'est assez limité. On va voir, mettons dans un contexte électoral, de la désinformation, de la cochonnerie, là, des mensonges, des fausses nouvelles. Puis, je te dirais que ça, c'est dans mon expérience professionnelle, c'est pas quelque chose qu'on traque particulièrement, tout ce qui est des infos. C'est comme juste à l'extérieur de notre mandat. Mais, vraiment de voir des choses coordonnées pour nuire à l'élection avec de l'activité malveillante, on en voit peu. Quand on en a vu, c'était grave. Mais ça, c'est le genre de choses aussi que on va pas publier vraiment. On va plus collaborer avec des autorités compétentes pour échanger ça. Ça reste une espèce de mission. Le processus démocratique est important pour toutes les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Là. Fait que si on voit une tentative d'atteinte à ça par des acteurs, surtout étatiques, on va prendre contact avec les autorités pour dire, même si c'est pas nos clients nécessairement, puis on va pas charger. C'est juste, on a vu ça passer, puis gouvernez-vous en conséquence, comme il dirait. Effectivement, je me rappelle recevoir de temps en temps quelques notices d'autres entreprises avec des choses très intéressantes justement par rapport à des fois des contextes ou des choses qu'ils ont vu passer. Et ils étaient. Je pense que ça vous intéresse, donc voilà. Des fois, c'est même genre, on a vu ça, posez pas de questions, on peut pas vous en dire plus. On peut pas vous dire, puis faites votre recherche. J'aime pas cette expression-là. Faites votre due diligence, validez, allez chercher une autre source pour corroborer ce qu'on vous dit. On peut pas vous donner plus de preuves ou d'évidence, mais on a vu ça. Puis jeter un œil. Ouais, c'est ça, jeter un œil. Ou poser voici des. Si j'étais vous, je posais cette question à votre fournisseur de sécurité, Est-ce que vous avez vu ça? Puis là, soudainement, oui, on a vu ça, regardons, hein. Puis là, ça découle en un incident ou donc, fait que donc, pour ta question, Nicolas, c'est oui, mais c'est pas comme si c'était le moment de l'année où on allait voir quelque chose de spectaculaire se produire, là. Mais quand ça se produit, c'est ça arrive fréquemment que je prends des pauses, tu dis on est dans le cyber, on voit des attaques, on regarde des courriels, des pièces jointes, du targeting, puis là tu t'assois chez vous, tu fais comme attends un peu, qu'est-ce qui vient de se passer déjà? Ouais, c'est fait que c'est telle branche de tel pays vient de faire ça.
Taboire, tu sais, c'est comme du vrai. Des fois, on l'oublie dans notre travail, tu sais. Il y a comme une intention, là, plus que juste. Plus que de faire de l'argent le plus possible, tu sais, il y a vraiment une intention d'aller chercher quelque chose, de causer un effet réel dans le monde dans lequel on vit. Ça, c'est comme le moment où tu pognes un 2 minutes, tu fais comme OK. Ouais, mais le monde a beaucoup changé, puis c'est ça que depuis, puis presque, en tout cas, moi, depuis ce que j'ai vu vraiment depuis le confinement, la vraie bascule qu'on parlait depuis longtemps, on est pas notre épouvantail, ben on y est arrivé, là. Les infrastructures numériques sont rendues à un point tel qu'on peut débalancer des sociétés maintenant avec ça, fait que les attaques sont légitimes. Une petite parenthèse sur le temps, moi, faire ces recherches. Malheureusement, ce terme-là a été vicié par un usage inadéquat de cette façon de fonctionner. Je vais revenir sur le fait, puis là, tu en parlais un peu. C'est quoi le déclencheur d'une publication grand public que vous allez faire? Parce que c'est intéressant. À quel moment? Puis des fois, chaque compagnie a sa stratégie, parce que c'est pas toutes les compagnies qui publient au même moment. Et la question connexe à ça, est-ce que ça dirait de collaborer dans des publications et justement d'avoir t'ouvres la porte, puis un peu comme on avait vu avec E7 puis Flair, par exemple, qui avait fait une intervention, et donc la publication conséquente. Est-ce que c'est des choses qui arrivent dans vos milieux? Puis là, je pose la question aux deux. Là. Jordan, peux-tu commencer? Ça me fait parler beaucoup. Très bien. Alors nous, on va vraiment faire par rapport à... Comme on est spécialisé plutôt dans tout ce qui est variant de malware, on va vraiment partir sur les différentes grandes familles de malware et d'attaquants et essayer justement de voir s'il y a des choses intéressantes. Alors déjà d'un point de vue cyber pour la communauté, mais aussi évidemment comme pour Alexis pour la boîte en elle-même. Ça va être, on va essayer de produire des choses qui sont totalement différentes de ce qu'on va retrouver sur les sources de blog, même si on a du retard en fait, comme on est plutôt petit côté Glimpse, même si on a du retard, on sait que ce sera utile. On peut avoir 15 jours de retard, un mois. On sait que on a des éléments techniques, nous, de notre côté, puisqu'on va être vraiment sur du reverse, sur lequel on va pouvoir aider, même si on a un peu de latence. Ce sera encore des éléments qui seront pertinents. Pour la décision de faire un blog ou de rendre quelque chose public, il y a toujours une couple de facteurs, puis on n'a pas un ordre de décision précis qu'on suit. Fait que un petit peu de vibe là-dedans, mais je vais comme élaborer sur une couple d'éléments de décision. Là. C'est est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment fondamentalement nouveau qui peut intéresser plus que 2-3 personnes? C'est quoi qui est nouveau? Souvent, ça va être des trucs au niveau technique, comme un shift d'un groupe qui faisait toujours quelque chose d'une telle façon, puis que là, vient de changer radicalement. Et c'est comme pour annoncer, hey, là, il y a un gros changement de façon de faire, de pratique. Donc, tous ceux pour qui ce groupe-là était dans leur modèle de risque, ben, il faut qu'ils se mettent à jour. Donc, ça, on trouve important de le rendre public, que tout le monde soit au courant. Des fois, ça va être parce qu'on est comme tanné de voir l'attaquant faire la même affaire, puis on veut comme brûler leur TTP. Fait que là, on rend ça public, puis on force l'acteur à changer de façon de faire. Parce que là, ça devient trop évident, puis c'est comme, sans vous dire trop facile, c'est que des fois, il y a des façons de faire qui sont trop, c'est ça, qui marchent trop bien. Puis en exposant comment ils fonctionnent, ben là, tout le monde peut se mettre des bonnes détections. Puis là, ça force comme une autre itération, le jeu du chat et la souris. Là. Puis des fois, ça va être la partie nouvelle. Ça sera pas tant la partie technique, mais ça va être une partie de changement de targeting, par exemple, ou ce genre d'éléments plus haut niveau, qui risque de plus intéresser les journalistes puis le grand public ou le public spécialisé, mettons, et moins les gens sur le terrain là, technique.
Puis là, vois-tu, je vais donner un exemple, un blog. Là, on est le 31, journée de l'Halloween. Normalement, la semaine prochaine, on va sortir un nouveau blog. Donc, je sais pas quand l'épisode va être posté, peut-être avant ou après. Il va se poster bien après, fait que tu peux en parler un petit peu, divulguer, puis il y aura pas de... la fuite ne viendra pas de mon côté. C'est bon, c'est comme un scoop post-événement. Donc, on a trouvé un cluster émergent qui cible des organisations qui ont déjà été ciblées par des groupes qu'on attribue à l'Iran. Ce nouveau cluster-là, c'est un mélange de techniques et d'infrastructures qu'on a vu associées à 3 groupes connus iraniens. Fait c'est comme s'ils sont allés piger des techniques de 3 groupes, puis ils continuent, puis le targeting nous indique que le mandat, c'est encore pertinent pour l'État, pour l'Iran. Donc, on suspecte que c'est encore l'Iran. Puis là, on se dit, y a-t-il une réorganisation? Ils ont-tu mergé des unités ou des factions à l'interne? Même plus précisément, là, il y a deux de ces 3 groupes-là. Il y en a un qui appartient au MOIS, puis l'autre, c'est de l'IRGC. Fait que c'est 2 branches complètement différentes du gouvernement. Une qui relève de l'exécutif, l'autre qui relève d'une autre partie là, du gouvernement. Donc, le fait de voir des TTP partagés puis des outils partagés, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont-tu mis une cellule de fusion qui va tout unifier, prendre les bonnes pratiques de chacun des groupes? Est-ce que est-ce que ça serait peut-être une nouvelle unité qui fait du training de recrues puis qui leur enseigne les meilleures pratiques? Toutes sous factions confondues. On ne sait pas, mais c'est un gros changement. Et ça, on va bloguer. Fait qu'on va bloguer on va donner le profil de ces attaques-là, puis on va émettre des hypothèses. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe vraiment, mais on va émettre des hypothèses. Fait que ça, c'est comme un changement vraiment dans le landscape, si on veut, que je suis pas sûr que les autres vendors ont vu parce que c'est très, très lié à la façon que les attaques sont lancées là, au niveau du courriel et d'autres trucs reliés. Là. Fait que je pense qu'on a une belle visibilité. Fait que ça, on espère faire progresser la connaissance sur ce nouveau groupe-là. Donc ça, c'est la décision, ouais, puis après ça, il y a d'autres décisions, là, je vais être bien transparent, là, mettons, ce mois-ci, on a sorti 3 blogs, là, mais là, on sorti un 4e, c'est-tu vraiment pertinent, t'sais? Est-ce qu'on le sort vraiment cette semaine ou on attend 2 semaines pour comme donner le temps au monde de digérer tout ça? Pour être bien honnête, il y a cette considération-là. Travailler avec nos gens de communication pour qu'il y ait un aspect visibilité, l'aspect marketing, là, on va pas se mentir, il est présent. Il est présent, effectivement. Et justement, ça pousse à produire au final, au moins d'un point de vue quantitatif aussi. Genre avoir une certaine quantité de blogs. C'est vrai, mais je te dirais, dans le fond, dans mon expérience, okay, chez ESET et chez Proofpoint, dans les 2 cas, puis ça fait comme 15 ans, je suis rendu vieux, ça fait 15 ans, là, c'est jamais arrivé de toute ma carrière, de toute mon expérience, où est-ce qu'un quota ou un chiffre à atteindre de blog a fait qu'on a sorti un blog mauvais, ou non pertinent, ou moins pertinent. Je disais, j'avais dit quoi comme pourcentage? 95% des rapports de CTI ne sont pas rendus publics. Ouais. On a en masse de matériel très, très bon qu'on peut publier, ou qu'on pourrait publier. Mais ça, c'est nous. Puis il y en a des compagnies qui sortent des blogs, puis tu dis, taboire, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il n'y a rien. C'est tellement mince. Puis là, tu te dis, les gens de com, les gens de marketing, ils ont demandé à leurs chercheurs, vous me sortez 3 blogs par mois, coûte que coûte. Genre, c'est dans vos objectifs, puis ton bonus va être coupé, tu sais. Puis là, tu te dis, eux autres, ils n'ont peut-être pas autant ils n'ont peut-être pas autant de maturité, ils n'ont peut-être pas autant de clients, ils sont peut-être pas rendus là. Puis à un moment donné, ils sont forcés de sortir de quoi qui est comme pas super. Moi, j'ai eu la chance de travailler à date pour 2 compagnies qui ont en masse de visibilité, là. Mais c'est probablement pas la même chose partout. Il y a des places, c'est l'inverse, hein, il y a des places que les chercheurs n'ont pas le droit de sortir de blog. Oui, totalement. À cause de la confidentialité de la donnée. Il y a plusieurs compagnies très respectables qui sortent pas beaucoup de blogs. Si on prend Microsoft, par exemple, Microsoft a une visibilité
j'ai pas d'informations privilégiées à ce niveau-là, mais on peut imaginer qu'ils ont la plus grande visibilité sur la planète. Ils ont de la télémétrie qui vient de leur système d'exploitation. Ils ont du cloud, il y en a-tu en v'là. Du email, il y en a en veux-tu en v'là, tu sais. Le nombre de blogs qu'ils sortent n'est pas il est pas conséquent avec la quantité d'informations qu'ils doivent détenir, tu sais. Donc, il y a clairement une raison. C'est pas par manque de contenu intéressant qu'ils ne bloquent pas davantage. Là. Oui, il y a de tout. Hein. Il y a de tout. Il y a de tout, totalement. Effectivement. Puis là, j'ai un autre élément, puis on revient un peu sur le début. On parlait qu'il y avait 2 sources de CTI. Il y avait la recherche, où vous êtes à ce moment-ci, et il y a dans les entreprises qui vivent des incidents, qui est la deuxième cluster, comme tu mentionnais, qui est plus comme dans l'univers de Mandiant, par exemple, ces univers-là de ça. Comment vous voyez ça? Parce que vous êtes ni un ni l'autre dans cet univers-là présentement. Comment tout ça, puis le niveau de publication, parce que moi, je publie pas. On oublie, je parle jamais de ça parce que j'ai toujours des NDA de la mort, j'ai toujours des affaires, enfin, je peux rien dire de ce que je vois, et encore moins publier. Vous autres, dans votre univers, comment vous les voyez? Puis demain, vous participez à certains égards dans ça. Parce que là, Alexis, tu le mentionnes, c'était appelé par le client. Fait que le client a un incident, tu es partie prenante quelque peu dans cet élément-là. Comment tout ça, ça se matérialise dans de la publication ou dans des CTI ou peu importe? Là? Moi, je n'ai jamais fait de réponse aux incidents, fait que je ne peux pas te répondre comme first-hand. Le mieux qu'on va faire, c'est de voir l'attaque passer puis donner notre point de vue, mais on va jamais se rendre chez le client puis vraiment faire l'incident response. Ce qui va être plutôt compliqué lorsqu'on est sur de la donnée interne. Lors d'une réponse incident, c'est vraiment on reste sur la confidentialité de la donnée. Si on voit que quelque chose est vraiment c'est quelque chose qui touche un peu tout le monde, on peut confirmer qu'on l'a vu, etc. Comme tu le disais, Alexis, apporter un œil différent. Après, si on voit que c'est quelque chose qui est plutôt unique, on va plutôt être tenté de le garder temporairement, de voir qu'est-ce qui se passe, de discuter, par exemple, en France, il y a l'Intercert, du coup, de discuter au sein de l'Intercert avant de prendre une décision, parce qu'on va être sur des TLP rouge, noir, des TLP où on ne sort pas, on est vraiment sur de la donnée interne. Et des fois, il y a des choses vraiment pas intéressantes. Hein. Ça va être des scripts qui disent, des bots, etc., qui ont tapé tous les honeypots et qui ont donné de la donnée plus ou moins intéressante. Et là, effectivement, c'est plutôt compliqué d'un point de vue incident response de partager vraiment. Ce sera vraiment à des buts internes. Oui. Je pense que ce que j'ai vu, entre autres de la part de Mandiant, ce que j'ai observé de certains blogs qui semblaient venir de réponses à des incidents, c'est lorsqu'ils sont appelés à faire de la réponse d'incident chez plusieurs clients, puis que ça se trouve à être le même threat actor. Fait que là, ils ont assez de points distincts pour dire ça, c'est un TTP général, puis ils sont capables de s'abstraire du fait que c'est peut-être tellement targeté que juste de révéler ce TTP-là, ça pouvait identifier de façon unique la cible. Là. Donc, quand ils ont une certaine masse des clients chez qui ils ont fait la réponse, mais tu sais, on s'entend, c'est parce que ça te prend une méchante grosse organisation pour aller capable de faire tellement de réponses à l'incident, à tellement d'attaques que tu es capable de tomber sur plusieurs clients, de tes clients qui sont ciblés par le même groupe, qui te permet de faire une publication assez complète sans être trop, sans exposer. Ouais, c'est pour ça que je mentionnais Mandiant, qui est probablement une des plus grosses compagnies de cette nature-là qui existe, surtout qui existe encore-ish, là, qui œuvre dans ça. Sinon, on va dire, c'est tous des petits îlots de gestion aux incidents qui se parlent pas tant que ça. Là. En tout cas, moi, j'ai pas cette capacité-là du tout. Là. Je l'ai pas vu dans mon entourage d'être capable de rapatrier ça. On a fait un bon tour. Est-ce que vous avez des éléments que vous aimeriez aborder qu'on n'a pas abordé? On peut peut-être finir sur quelque chose de plus léger, avec les nommages, les fameux nommages des différents providers. Ce qui pose vraiment... alors, c'est pas forcément des problèmes, parce qu'on reste toujours sur de l'attribution dont la majorité côté réponse à incident vont passer outre, mais on est sur quelque chose...
marketingement assez intéressant. Et qu'est-ce que tu en penses de ton point de vue, Alexis? Ouais, fait que dans le fond, pour répondre à cette question-là, vous dans le fond, c'est quoi cette histoire-là avec tous les noms de groupes différents, puis les Storm 1, 2, 3, puis les Peach Sandstorm, puis les TA 421, puis Alouette, là. Il faut se poser la question, c'est quoi un threat actor ou un groupe du point de vue d'une compagnie de sécurité, comme Proofpoint, ESET, Microsoft et tout ça? C'est un ramassis d'éléments, des TTP, des indicateurs là, dans lesquels qu'on utilise pour faire l'attribution, qui nous permettent de joindre plusieurs campagnes distinctes et dire ça, c'est un cluster. Il y a des choses assez fortes qui lient ces attaques-là entre elles, qui nous amènent à penser que c'est le même groupe, la même personne, la même division, la même compagnie, peu importe ce qu'il y a au-dessus, là, mais que c'est les mêmes gens qui ont à peu près les mêmes donneurs d'ordre, là, puis les mêmes ressources qui vont faire des attaques qui se ressemblent un peu. C'est ça un threat actor. C'est pas Johnny Smith, c'est pas la NSA, c'est pas le GRU russe. Pour nous, c'est pas vraiment c'est qui là. C'est un groupe, c'est l'ensemble des techniques utilisées par un acteur quelconque pour faire plusieurs attaques. Je suis totalement d'accord. C'est beaucoup plus simple de voir de ce point de vue-là des lettres et des chiffres. Et n'induire justement aucun biais, qu'on se concentre justement sur l'essentiel plutôt que de dire oui, c'est des Russes ou des Chinois ou autres qui n'apportent rien au final. Ou très peu. Dans plusieurs cas, on est capable de lier nos groupes à une entité réelle dans le vrai monde lorsqu'il y a des documents ou de l'information publique de la part de gouvernement, du law enforcement. Ça va arriver qu'on va voir des documents juridiques américains qui vont accuser des individus. Il y a des noms, puis des fois il y a des noms d'entreprises, puis des noms de pays. Puis qui vont dire, on accuse ces individus-là, puis c'est des indictments qu'on appelle aux États-Unis, là, t'as l'équivalent un peu partout, là. Et dans ces documents-là, il va y avoir des IOC. Évidemment, ça se parse pas, c'est des Moses de documents comme scannés, là, fait que c'est dur à faire un contrôle F, là. Mais on va voir des noms de domaine, des IP, des adresses mail là-dedans. Puis des fois, ça va être super clair, c'est comme, tel gars, on l'accuse d'avoir utilisé tel persona avec tel compte, blablabla, @gmail.com pour attaquer telle compagnie aux États-Unis. Puis là, moi, je prends cette adresse email-là, puis je suis comme, regardons ça, toi. Ça correspond à une adresse email que tel groupe a utilisée contre des cibles, C'est comme ça qu'on peut dire, nous autres, tel groupe, c'est cet ensemble de TTP-là. Et via tel document juridique public, on va l'associer à tel pays ou à telle entité là, dans une organisation gouvernementale. Ouais, on le met après coup. C'est toujours après coup. À l'interne, quand tu as des nouveaux clusters, des fois, on le sait pas. Un nouveau cluster, là, on le voit apparaître cette semaine. Là. C'est la première campagne qu'on voit. Puis c'est assez ciblé, ça pogne 3-4 de nos clients, puis des nouveaux TTP, c'est vraiment là, un petit volume. On le sait pas. Nous autres, si tu la Chine, si tu la Russie, on n'a aucune information. Il n'y a pas d'un gouvernement qui a publié quoi que ce soit. Mais on va mettre notre commentaire d'analyste en analysant. C'est quoi notre feeling, premièrement? Du vibe attribution. Mais on va backer ça souvent par la nature des cibles. Donc, qui a été ciblé? Puis là, on se dit qui aurait intérêt à aller chercher des credentials chez ces gens-là? Il y a souvent un lien entre nos cibles. Il y a souvent un lien. On analyse le profil des individus ciblés puis de leur employeur, de leur organisation, puis on se dit comme OK, je comprends c'est quoi le but de l'attaque, tu sais. C'était d'aller chercher tel type d'information, tel bon. Puis là, on se dit qui aurait intérêt à cibler ces gens-là? Il y a juste un pays. Bon. On va dire que l'attaque est alignée avec les intérêts de renseignement de tel pays.
parce qu'on peut pas mettre dans nos blogs ou dans nos recherches, ben les cibles étaient Jordan et Nicolas, et donc l'intérêt de l'attaque, c'était des spécialistes de cybersécurité qui parlent français, tu sais. Mais on peut dire, ben, les cibles étaient alignées avec les intérêts de, bon, je sais pas qui voudrait vous cibler, vous deux, mais donc on arrête là. J'espère qu'il y a personne qui veut me cibler, là. Je trouverais pas ça drôle de me faire être ciblé parce que ça veut dire que j'ai fait quelque chose que j'ai pilé sur des pieds que je ne l'avais pas pilé, puis là, ça me mettrait très mal à l'aise. Et voilà. Mais je vais pousser la discussion un peu plus loin aussi avec les noms de groupes. Puis il y a tout le monde a des alias, chaque compagnie a ses propres noms, sa propre convention, tu sais. Puis je pense que un des plus frappants, c'est APT28, SetNit, Sofacy, nous autres c'est TA422 chez Proofpoint. Écoute, la liste est. Je pense qu'il y a 15 acronymes. Là. Ça, c'est peut-être aller un peu trop loin. Mais je vais revenir à ce que je disais tantôt sur la visibilité. Puis quand on fait de l'attribution, c'est l'ensemble des TTP ou des éléments de l'attaque que le vendor est capable d'observer. Et imaginez un client hypothétique, OK, qui a E7 comme antivirus, puis qui a Proofpoint comme protection mail. Il y a une attaque qui rentre par mail. Ça donne que nous, on ne le bloque pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va toucher le endpoint. Okay? Ce que moi, chez Proofpoint, je peux observer, les éléments que je peux prendre et corréler avec quelque chose d'autre sont largement différents de ceux que E7 va pouvoir observer sur le poste de travail, sur le post-compromise, la façon qu'il y a un mouvement latéral, les trucs qui ont été droppés par la suite, l'information qui a été exfiltrée, où est-ce qu'elle a été exfiltrée, comment. Totalement, vous êtes placé à des différents endroits de la chaîne d'attaque. Donc vous aurez. Mais c'est la même attaque. C'est la même attaque pourtant. Puis tous les deux, on va pouvoir dire, ben moi je l'attribue à rien de connu. Tu sais, moi je pourrais dire, on n'a rien vu de tel avant. Puis E7 pourrait dire, c'est APT28, c'est évident. Regarde toutes les tools qui ont droppé post-compromise, on les a vus comme 20 fois faire la même chose, puis on serait comme, genre, on le sait pas, nous autres, vu le email, la partie email de la chose était complètement nouvelle. On n'a jamais vu cette façon-là. Même le targeting serait différent. Fait que pour moi, ça serait un honk, ça serait un nouveau cluster parce qu'on n'a rien pu observer qui rattachait cette attaque-là à une attaque précédente. Puis 7 pourrait dire, ben ça c'est APT28 puis c'était russe. Fait que nous, on va dire ça, on l'a observé, puis c'est honk, blablabla. Puis I7 va dire c'est SetNit, leur nom. Fait que t'as deux noms pour la même foutue attaque. Puis ça, j'ai réfléchi, puis c'est poche, OK? Parce que Jordan, Nick, si vous êtes en réponse à un incident, puis il y a cette même attaque-là chez votre client, là, vous êtes là comme, pourquoi il y a deux noms? Je peux pas chercher. Comment ça, cette maudite affaire-là? Je le sais. Puis là, je me suis dit, comment on ferait pour remédier à ça? Puis là, vous avez peut-être vu cette année, CrowdStrike et Microsoft ont lancé une initiative pour harmoniser leurs noms. Dans le fond, c'est une grosse table avec. Comment on ferait pour comme défaire ça, puis s'entendre sur les mêmes noms? Reprenons mon exemple de ce client hypothétique-là, de Proofpoint puis de E7. Ben, si moi je me souviens à côté d'E7, dans le même bureau, puis je disais, hey, montre-moi tes affaires, puis on fait, hey, regarde, c'est la chaîne de courriel, moi c'est mon dropper, hey, je l'ai vu ce dropper-là, puis j'ai vu tout le reste, hey, voici pourquoi j'attribue cette attaque-là à la Russie, parce que regarde, tel élément, dans ma visibilité, ça colle avec tout ce que j'ai vu avant. Là, je fais, hey, je suis d'accord avec toi, hey, ben, good, on va attribuer cette campagne de email-là à ce groupe-là. Ou vice-versa, si moi je vois des points dans le côté email que je peux rattacher à des campagnes précédentes, mais tout le tooling post-compromise est différent et unique, et là, moi, je pourrais leur dire, regarde, ils ont utilisé la même infra, le même truc, le même champ unique dans le email header, donc ça, c'est conséquent avec les autres campagnes, tu sais. Mais là, ça, c'est mes trucs de hunting, tu sais. Fait que, tu sais, je peux les partager, mais une fois de temps en temps. Mais imaginez faire ça systématiquement pour chaque cluster, avec chaque compagnie de sécurité. Là, ça demande un travail considérable. Ça marche comme pas. Fait que, tu sais, on le fait des fois ad hoc, là, à l'occasion. Quand on voit de quoi de nouveau, comme dans ce cas-là, on va se valider. Tu sais, quand je dis on a des canaux de communication, on va se valider. As-tu vu ça? As-tu une attribution? Ah ouais, à cause de ça. OK, mais
c'est informel, puis c'est entre analystes qui se font confiance, qui vont pas prendre l'info de l'autre, puis qui vont partir sortir un blog, puis dire c'est la Russie, parce que c'est vraiment pour se valider, mais publiquement et même envers nos clients, on va pas communiquer cette attribution-là si on n'est pas capable de la répliquer avec nos propres données observables. Fait que c'est un problème qui va subsister pour toute la vie, malheureusement, à mon avis. Là. Et malheureusement, on aura toujours des Cozy Beer à PT29 Nobelium mélangés. C'est épouvantable. Je comprends la douleur des consommateurs de ces rapports-là. Puis c'est comme, tu vois un rapport. Je vais vous donner une confidence. Là. Mon boss est au courant. Là. Ça fait 3 ans que je suis chez Proofpoint. Hein. J'ai un fichier qui s'appelle threatactornames.docx. Puis j'ai mes petits, comme les TA de Proofpoint avec les autres noms que je connais. Parce que moi, ça me rentre pas dans la tête, toutes ces alias-là. Puis crime, je travaille là-dedans. Là. Je veux dire, il y a de quoi. C'est difficile. Puis je compatis avec tout le monde. Il y a une affaire, je veux dire, peut-être en terminant, OK? Une affaire super importante. Dans mon expérience, il n'y a jamais quelqu'un qui nous a dit, à moi, à mes équipes, hey, telle activité, là, trouvez votre propre nom. Prenez pas le nom de Microsoft ou le nom de CrowdStrike ou le nom d'un compétiteur. On veut que ce soit notre nom unique pour cette attaque-là. C'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu cette pression-là. Jamais. Puis je peux te dire que si c'était arrivé, il y aurait eu du brasse camarade parce qu'il y a personne qui nous dit quoi faire quand on fait de la recherche. Surtout pas marketing. Mais c'est pas une question d'avoir notre propre nom puis d'être quand tu as ta propre visibilité là, tu donnes ton nom à ton cluster puis les autres référenceront à ton cluster. Puis je vais mettre un bémol à ça. Je vais mettre un bémol, OK? Parce qu'il est arrivé une histoire qui il y a plusieurs années qui est encore marquée au fer chaud là. Si tu fais un rapport secondaire suite à un rapport de CTI, là, tu n'as pas le droit de donner ton propre nom. Donc, si moi, mettons, je vois un rapport, Jordan, tu sors une recherche que tu es exclusive, là, c'est tes données propriétaires, tu as tes propres recherches, puis tu dis ça, je donne le nom de groupe, là, je sais pas, XYZ, là. Puis moi, je veux commenter ta recherche, puis je fais mon blog ou quelque chose, puis je donne un nouveau nom. Mais moi, je l'ai pas vu, cette attaque-là, je l'ai pas observé. Là. Moi, je fais juste parler de la tienne, là, puis je donne un nouveau nom. Ça, c'est inacceptable. Puis ça s'est déjà vu. Que des gens, même dans notre industrie, ont fait un rapport secondaire pour ajouter de l'information de background, si on veut, autour de l'attaque, mais ils l'ont pas vu l'attaque, ils n'ont pas pu l'analyser eux-mêmes, là, ils l'ont pas vu, là. Puis ils ont donné leur propre nom à ce groupe-là. Fait que ça marche pas. Ça marche juste pas. Mais sinon, quand tu as ta propre visibilité sur de l'activité, là c'est legit. Je vois. Une vraie bagarre du coup au niveau des noms et. Oh yeah. On a moins ce souci chez nous puisqu'on est plutôt sur les familles de malware. Donc les familles de malware, ils ont l'air d'être plutôt OK entre eux, les différents éditeurs. Oui. Donc ça, c'est bon. Par contre, quand on monte d'un cran, effectivement, on peut potentiellement se perdre. Mais t'as raison, c'est un super bon point. Puis tu sais, quand t'as le sample du malware, là, puis là, c'est les reversers qui l'analysent, ben ils ont la même visibilité sur le malware, ils ont le sample. Donc, normalement, ils devraient arriver aux mêmes conclusions. Même chose pour de la similarité en deux samples. Normalement, si on fait un travail équivalent, ils vont arriver avec la même conclusion. Ce nouveau sample-là, c'est une variante de tel malware. Donc, normalement, c'est plus facile d'avoir des noms qui sont communs. Mais tu sais comme moi que c'est pas le cas pour toutes les familles. Il y a encore des trucs bizarres. L'histoire un peu qui fait cas de figure, c'est WinNTI, qui a été un groupe d'APT chinois et le nom d'un malware en même temps. Puis ça a fini par être
c'est un nom trop générique pour le malware, parce qu'il y avait plein de familles distinctes qui avaient du code partagé. Et WinNTI, c'est pas un groupe, puis il y avait plein de clusters de groupes chinois qui faisaient des choses complètement différentes. Fait que c'est un cas d'école assez intéressant sur avoir des noms trop génériques pour un groupe et pour un malware en même temps. En même temps. Je vais faire un shout-out à mon ami, ancien collègue, Mathieu Tartare, qui est l'auteur d'un white paper qui s'appelle WinNTI chez i7. Et je pense qu'il l'aurait nié depuis les années parce que c'était justement, ça mettait trop de choses en commun. Puis WinNTI, c'est ni un groupe, c'est ni un malware, c'est une espèce de sac fourre-tout de plein de choses. Mais voilà, voilà l'état des choses. Puis t'es chanceux de travailler au niveau du malware parce qu'il y a bien moins d'ambiguïté. Totalement. Messieurs, après tout ce temps, je vais mettre fin à la conversation, puisque ça fait 1h20 qu'on enregistre. Ah! Fait que les personnes vont avoir un peu de souffrance, mais il y a tellement de bonnes informations qui ont circulé que je peux pas arrêter. Yes. Fait que, bref, je vous remercie énormément de cette collaboration-là. C'est vraiment très chaud d'avoir eu cette possibilité de conversation-là. Opportunité d'un commentaire sur LinkedIn. C'est sûr qu'il va falloir recommencer parce que ces conversations-là sont infinies. Donc, on a d'autres volets de l'infini à explorer ensemble. Je vous remercie énormément. Avec grand plaisir. Merci à vous et avec plaisir.